Ok, bonsoir tout le monde. Euh, j'ai mis la mauvaise date. Malheureusement, c'est pas lundi le 8 juillet, c'est mardi le 9 juillet. Mais bon, nous allons commencer avec notre présentation sur la gestion de l'espace et l'hors-jeu. Pour ceux qui sont peut-être nouveaux avec l'utilisation de cette programme, si vous avez des questions, il devrait y avoir une boîte à la gauche de votre écran qui vous dira, qui vous permettra d'écrire des questions si vous en avez. Et si oui, excellent. Si il y a des problèmes techniques, vous pouvez aussi mettre des notes là-dedans, juste au cas où, et je peux essayer de vous aider pendant qu'on continue avec la présentation. Alors bon, aujourd'hui, ce que nous allons faire, c'est par la peine de la journée ou de la soirée, nous aimerions avoir une définition de l'espace dans le contexte d'un match de rugby, voir et comprendre comment l'utilisation de l'espace sur le terrain impacte le jeu, voir et comprendre comment l'arbitre peut gérer leur jeu et l'espace dans un match. Et finalement, nous avons juste regardé vite fait le guide décisionnel pour les plaquages hauts qui est en effet depuis le 1er juillet au Canada. Alors, pour commencer, comme nous faisons toujours, nous allons regarder notre sujet pour aujourd'hui en relation par rapport au profil de l'arbitre que nous avons ici. Alors, aujourd'hui, oui, l'aspect de la ligne d'hors-jeu est certainement basé dans les règles du jeu. C'est probablement un aspect des règles qui est assez important. Par contre, nous allons avoir un point de vue un peu plus philosophique aujourd'hui. Alors, si nous travaillons sur cet aspect philosophique de cette définition d'espace, est-ce que ça peut nous aider à gérer le match et à gérer certaines décisions aussi qui sont un peu plus, qui sont un peu différents, euh, les décisions qui peuvent être notamment à l'extérieur de cette zone de la ligne d'hors-jeu, si c'est des autres phases. Alors, avec cette perspective, on peut regarder comme l'espace a un impact sur toutes les phases de jeu. Alors, je vais expliquer comment c'est tout lié dans quelques minutes, évidemment. Par contre, il y a certainement un aspect technique que nous devons être sûrs d'être sur le point d'appui. Alors, on veut toujours voir la défense clairement derrière la ligne d'hors-jeu. Et j'ai aussi mis les mots plaqueur et porte. Alors, on veut être sûr que, pardon, j'ai oublié de changer le photo ici, mais on veut être sûr que le plaqueur quitte cet espace autour du ballon après le plaquage qui est terminé et on peut contester le ballon. Et j'ai aussi mis le mot porte ici parce que quand nous entrons dans la porte d'entrée pour le rock, on veut être sûr que on n'impacte pas l'espace qu'on n'a pas mérité. Alors, c'est aussi décrit dans l'aspect tactique ici. On veut récompenser l'équipe qui mérite cet espace, qui mérite l'espace sur le terrain, que ce soit en attaque, que ce soit au-dessus du ballon, dans l'air, etc. Et évidemment, on veut aussi avoir cet aspect de jugement de contexte. Alors, dans la plupart d'un match, la plupart de nos décisions sont au plaquage et au rock, cette base de jeu d'un aspect technique, je veux dire. La deuxième, les autres phases du jeu sont au alignement ou la touche et le mêlée. Et finalement, il y a certaines décisions qu'on doit prendre pendant un match pour gérer le match, disons. Alors, s'il y a quelqu'un qui parle un peu trop, si les joueurs, il y a quelque chose qui arrive dans le jeu qui n'est forcément pas dans ces autres phases du jeu, il y a probablement 4 ou 5 décisions dans un match qui doivent être faites dans cette phase. Alors, par contre,
la plupart du temps, nous faisons comme arbitre des décisions de ne pas faire une décision. La décision est de ne rien faire. Alors, ces décisions-là, quand nous regardons un incident et on décide de ne rien faire, c'est les décisions qui peuvent avoir le plus d'impact dans un match parce que ça aide les joueurs à voir où est la ligne que l'arbitre va nous donner pour être capable de contester le ballon dans cette phase ou cette phase ou cette phase. Alors, nous allons examiner ce que je veux dire un peu plus tard. Et finalement, cet aspect fondatrice de la gestion du match, on veut être clair avec notre communication, notamment quand nous avons des décisions qu'on a fait. On a fait une décision ou on n'a pas fait une décision qui est peut-être à 50-50. Ça aurait pu être une décision pour cette équipe ou contre cette équipe ou où on n'a pas décidé, etc. Alors, on veut juste être clair avec nos explications aux joueurs et nos communications aux joueurs pour être sûr que tout le monde est sur la même page. Et comme toujours, on a cet aspect de tolérance zéro pour le jeu déloyal. Alors, qu'est-ce que c'est l'espace? Ce que nous voulons faire, pour moi, c'est super important dans cette phase ou cet aspect de nos présentations maintenant d'avoir une bonne définition. La plupart de les 4 derniers, disons, les 4 derniers présentations étaient sur des aspects du jeu très techniques. Les 2 premiers, 3 premiers étaient sur des sujets pour essayer de nous donner une base pour avoir du succès, que ce soit planifier nos matchs ou notre positionnement sur le terrain pour mieux être capable de voir tous les différentes phases du jeu, ce qui est important dans cette phase, etc. Et aujourd'hui, on va avoir cette idée plus philosophique. Par contre, on a quand même besoin d'une définition parce que nous savons ce que c'est une définition d'hors-jeu ou une définition d'une plaque à jeu ou une définition d'un joueur qui n'est pas sur ses appuis au rock, etc. Par contre, on n'a pas nécessairement une décision précisée par World Rugby ou par Rugby Canada par rapport à cette idée d'espace. Alors, qu'est-ce que nous voulons, pourquoi nous avons besoin de cette définition? Pour moi, c'est parce que ça va nous aider à être capable de justifier, pas pour les autres, mais pour nous, pourquoi nous donnons des décisions qui étaient peut-être, comme j'ai dit un peu plus tôt, un peu 50-50. Et je pense dans cet aspect, c'est important d'avoir une définition parce que, comme j'ai écrit ici, nous avons tous une vue un peu différente de rugby. Alors pour certains, on a cette idée de, oui, on veut voir chaque phase du jeu, comment est-ce qu'on peut marquer d'ici. Alors une philosophie super positive par rapport à l'attaque tout autour du terrain. Où on peut avoir cette idée de non, on doit jouer à nos compétences. Où est-ce que nous sommes mieux basés dans nos compétences pour être capable de gagner un match? Est-ce que c'est avec nos avants? Est-ce que c'est avec nos arrières? Est-ce que c'est en temps de garder le ballon ou de jouer pour le territoire, etc. Alors, on a tous ces différentes philosophies. Pour moi, ce que j'ai dit, moi j'ai fait, c'est j'ai essayé de dire bon, comment est-ce que mes idées, et c'est pas juste pour dire que c'est le seule idée qui est méritée, évidemment, mais comment est-ce que mes idées se reflètent, how do they reflect, dans ce que je veux voir dans moi comme arbitre. Alors, quand on regarde le profil d'arbitre et ça parle de cette récompense pour l'équipe qui mérite cet espace, qu'est-ce que ça veut dire? Mais ça vient de cette idée de ma philosophie personnelle qui est le rugby est un jeu d'exploitation d'espace. Alors, tout autour du terrain, il y a des espaces qui doivent être exploités pour essayer de évidemment marquer des essais ou des points, etc. Alors, cet espace peut être entre les joueurs en défense
au-dessus du ballon qui est au sol, alors juste avant qu'un rock et cette contest pour le ballon se fait, cet espace dans l'air, etc. Nous allons regarder des autres exemples aussi, l'espace à l'alignement, l'espace au mêlée, etc. Qu'est-ce qu'on veut dire avec cet espace? Alors pour moi, ma définition est avec, alors qu'est-ce qui c'est l'impact pour moi? C'est mes décisions se fait baser sur cette idée de qui a un mérite de jouer dans cet espace par être légalement dominant. Alors, ils sont dans une position légale et ils sont dominants contre leur opposition et ça leur donne cette mérite de jouer avec le ballon dans ces espaces. Alors, on va regarder comment ces décisions peuvent être faites dans ce contexte. Alors, on va regarder vite fait comment l'espace impacte le jeu. Et ça nous donne une idée de pourquoi c'est super important. Alors, tous les aspects techniques, oui, ils sont importants, mais si on ne garde pas ces idées de l'espace dans notre tête quand on regarde le jeu, je pense on va se mettre dans une position où toutes nos décisions sont techniques par rapport aux règles du jeu, mais on n'a pas un contexte, on n'utilise pas ce contexte ou ce jugement du contexte pour nous donner des décisions différentes qui peut-être tout le monde pourra être agréable avec. J'essaie avec mon français de bien expliquer, mais bon, on continue. Alors, la ligne d'hors-jeu. Comme nous faisons toujours, on va regarder le vidéo une fois et après on va le regarder encore avec une brève explication. Je suis désolé, la plupart du temps, j'essaie d'utiliser des matchs masculins et féminins. Aujourd'hui, juste avec ce que j'ai pu voir, la plupart du temps, ils sont masculins. Et aussi, j'essaie d'utiliser des vidéos de la compétition domestique, des compétitions domestiques pour avoir une meilleure juste point de vue de ce que nous voyons de samedi à samedi ou de match à match. Par contre, avec ce que nous parlons aujourd'hui, c'est difficile avec la plupart des angles de vidéos pour vraiment être capable de voir ce que nous voulons voir. Alors, ce que j'ai fait, c'est j'ai pris quelques matchs avec domestiques des compétitions nationales l'année dernière, ainsi que le match de Super Rugby le final de ce week-end passé. Juste parce qu'ils ont la qualité de vidéo et des angles différents pour être vraiment capable de voir dans ce que je parle aujourd'hui. Alors bon, première vidéo. Alors, il y a deux aspects de espace ici qu'on veut vraiment regarder. Le premier, c'est à l'alignement. Alors, on commence avec une très, très bonne cap, espace, un bon montant d'espace ici entre les deux lignes de compétition, ce qui nous donne une idée très claire de si le ballon traverse tout droit, etc. Mais évidemment, le plus important commence ici après le turnover et on a compétition ici. Alors, ce qu'on veut voir, c'est cet alignement défensif de l'équipe en bleu. Qu'est-ce que l'impact de leur position donne ou qu'est-ce que ça affecte comme effet pour l'équipe en attaque? Alors, pour moi, quand la défense se positionne d'une position d'hors-jeu pour commencer, l'aspect le plus important, c'est ça élimine un peu de temps et d'espace pour les joueurs d'être capables de faire une bonne décision de rugby. Alors, c'est la première chose que ça a comme effet ici. Notamment après une très, très bonne brise de ligne. Alors, quand le ballon est gagné par rouge ici,
le premier plaqueur manque le plaquage et on a une très bonne brise de ligne. Alors, on veut voir l'équipe rouge, s'il n'y a pas de contest du ballon, est capable de vraiment travailler avec tout l'espace qu'ils ont mérité. Okay? Et si nous regardons notre philosophie ou notre définition de cet espace, qui mérite de jouer dans cet espace ici, c'est certainement pas bleu. Alors, avec cette idée en tête, c'est probablement une opportunité de donner une pénalité ici, si on le voit, évidemment, comme arbitre, pour être capable d'être sûr que tout le monde est sur la même page. L'attente ici est que rouge soit capable de vraiment jouer dans cet espace ici. OK? Alors, avec le contest dans l'air, on va regarder le vidéo et après on va discuter. OK, alors c'est un très très bon exemple pour moi parce que ça donne plusieurs phases de jeu où nous voulons concentrer sur cette idée d'espace. Après une pénalité ici, donnée par l'arbitre, l'équipe rouge a mérité d'être capable de jouer dans ce territoire de 10 mètres. D'accord. Ils veulent essayer de trouver la touche. Ils ratent la touche. D'accord. Alors, ici, nous avons tout cet espace sur le terrain. On veut commencer avec qui mérite de jouer dans tout cet espace ici. Avec le joueur rouge qui a commencé derrière le botteur, on a tous ces joueurs. Chacun de ces joueurs sur le terrain est capable de jouer dans cet espace, en rouge. Et l'équipe en orange, ils ont 3 joueurs sur l'image qui méritent de jouer dans cet espace, ce qui nous donne une bonne idée de qu'est-ce qu'on doit gérer. Et c'est beaucoup de joueurs en orange ici. Pour commencer. Alors, avec le botteur qui soulève un peu de pression pour essayer de regagner un peu de territoire ici, on voit maintenant tout cet espace changer. Alors, on a plusieurs joueurs en rouge et plusieurs joueurs en orange qui ne méritent pas d'être dans cet espace. Alors, c'est juste le fait d'être sûr que quand on regarde ça ne veut pas dire qu'on doit évidemment faire une décision ici. C'est juste d'être connaissante ou qu'on remarque le fait qu'on a une bonne partie des joueurs qui sont sur le terrain qui ne peuvent pas jouer le rugby pour commencer. Alors, quand nous utilisons cette jugement de contexte, là, c'est un exemple de voir, OK, dès que le chasseur en orange traverse devant tous ses coéquipiers, tout le monde est maintenant dans le jeu, excellent. Et dès que les joueurs en rouge reculent derrière le ballon ou derrière le joueur qui gagne le ballon, excellent, on peut continuer. Alors, c'est juste le fait d'être que ça soit dans notre tête que c'est une phase là où on a beaucoup d'espace, où il y a beaucoup de joueurs qui ne sont pas dans le jeu. Alors ici, on va voir que l'arbitre identifie où le ballon va probablement atterrir ou tomber. Alors, on a probablement, certainement, un joueur en rouge qui va être dans une position de contester et on a un chasseur et le botteur qui tous les deux vont montent en orange pour gagner ou essayer de gagner le ballon. Alors, où est-ce que c'est notre prochaine phase du jeu où il y aura une lutte pour une lutte pour cet espace? Ça va probablement être dans l'air, juste au-dessus du terrain où le ballon va tomber. Alors là, on doit regarder qui va mériter de gagner cet espace dans l'air. Alors, si nous regardons la présentation, je pense pas la semaine dernière, mais la semaine dernière,
ou le mois dernier, pardon, où on parlait de la touche et l'alignement, mais aussi dans les contests dans l'air. On a vu tous les différents critères pour avoir des décisions de pénalité, de carton rouge ou carton jaune, etc. Alors, c'est là, ça commence ici, où on doit regarder pour qui mérite cet espace. Et si on essaie de contester le ballon quand on n'a pas mérité l'espace, c'est là où ça nous donne une indication, oh, il va peut-être falloir faire une différente décision. Alors, ce qu'on a ici, c'est un excellent exemple de une très, très bonne contest dans l'air. On a maintenant cet espace qui était bien mérité par les deux joueurs. Il était dans l'air en même temps. Ils étaient tous les deux dans une bonne position pour contester le ballon. Et on peut maintenant simplement juger est-ce qu'il y a un en avant, qui a gagné le ballon, et après on recommence notre phase de pensée ou nos pensées par rapport à OK, qu'est-ce qui va arriver maintenant. Alors avec cette gang d'espace, on a maintenant plusieurs joueurs en rouge qui continuent à reculer et certains qui sont déjà reculés dans une position pour être capable de rejoindre le jeu. Mais on a plusieurs joueurs en orange qui sont dans une bonne position pour contester. Dans cette situation spécifique, on a le joueur en orange qui a gagné le ballon dans l'air. Alors, on va avoir beaucoup de support et c'est vraiment une phase de jeu assez facile pour l'arbitre d'être capable de gérer. S'il y avait l'équipe rouge qui a gagné le ballon dans l'air, bon là, on a beaucoup de pression par orange qui va entrer dans cette zone de plaquage et pas trop de joueurs qui sont dans une position d'être capable de contester ici le rock en rouge. Alors, il y aura peut-être avoir une autre décision qui aurait dû être faite. Mais pour cet exemple, on a une très bonne vue de tous les aspects de la lutte pour cet espace. Et on a vu qu'est-ce que cet impact de cette contest espace peut avoir sur un match. Alors, pour cet exemple, c'est assez drôle, pardon, parce que l'arbitre est un peu surpris par les actions de rouge ici. Mais oui, il y a les règles du jeu qui disent clairement on doit être derrière 10 mètres avant jusqu'à ce que la touche est terminée. Par contre, on veut aussi regarder cet aspect d'espace qui mérite de jouer dans l'espace. Alors ici, quand le ballon est gagné, on a deux équipes qui méritent bien de jouer dans ces espaces ici. Et dès qu'on trouve qu'on a des joueurs qui ont joint le mall derrière la ligne d'hors-jeu avant que la touche est terminée, on a soudainement une équipe qui ne mérite plus de joindre ou de jouer dans cette territoire, dans cet espace. Alors, c'est juste une différente méthode de penser aux règles du jeu et si on utilise une philosophie de base pour faire nos décisions, peut-être on peut avoir un peu plus de succès comme arbitre. Juste une pensée. OK, et c'est la même chose au mêlée. Alors, on va voir un exemple ici. Alors, c'est un exemple qui pour moi, est très important parce que la plupart du temps, quand nous pensons d'une équipe qui mérite, disons, l'utilisation de jouer dans dans l'espace, le terrain, on pense à des exemples dominants
super explosif. Par contre, ce que je veux vraiment concentrer là-dessus, sur cet exemple, c'est le pilier gauche de rouge et le pilier droite de l'équipe orange. Et leur contest est super petit en temps de vue, mais c'est hyper important. Alors, euh, il y a 2 mois, on en a parlé de la mêlée et comment gérer le mêlée, etc. Alors, comme arbitre, on veut vraiment se mettre dans une position où on peut avoir du succès, tout le monde est bien aligné, tout le monde est bien lié, ils sont dans une bonne position pour pousser, on attend pour lier flexion, etc. avant qu'on on va d'une phase à l'autre, on voit un clair espace entre les deux équipes ou entre les deux premières lignes. Excellent. Après, qu'est-ce qu'on doit penser? De quoi est-ce qu'on doit penser? Pour moi, c'est, bon, qui va essayer de gagner cet espace et comment est-ce qu'ils vont essayer de le faire? Alors, le pilier gauche ici pour rouge va essayer de gagner l'espace juste en dessous dans la poitrine du joueur, le pilier droite d'Orange. Est-ce qu'il le fait légalement? Si oui, il doit être récompensé. Alors, quand on regarde cette compétition ou cette lutte ici, on va voir que c'est une petite gang d'espace, tout petit gang d'espace, mais c'est assez pour qu'on puisse dire oui, l'équipe en rouge mérite bien de gagner cet espace et de gagner ce ballon. On ne peut pas jouer le ballon, tout le monde est illégal, on doit leur récompenser ici. Okay? Alors, c'est juste une philosophie pour nous aider avec nos décisions. Alors, dans cet exemple de contest pour le ballon, alors pour moi, c'est un bon exemple aussi parce que ça nous donne une idée de comment vite cette lutte pour l'espace et qui mérite l'espace peut changer. Alors, pour commencer avec le rock, on a une équipe en rouge qui est en avance, qui a essayé d'avancer et ils ont une bonne montant d'espace ici pour travailler. Après le pass, on voit ici le plaqueur qui n'est pas autour du ballon. Alors, il y a une bonne opportunité pour le joueur au sol d'être capable de jouer le ballon. Et il n'affecte pas le déblayage. Alors, le plaqueur n'est pas une question ici. Le deuxième joueur n'aide pas avec le plaquage, mais commence à contester le ballon dès que le joueur rouge est au sol. Pour l'instant, on n'a pas besoin d'être super concentré sur le positionnement du set. Je pense qu'il est dans une assez bonne position, essayer de trouver le ballon, etc. Mais ce qui est important, c'est de remarquer qui a gagné cet espace. L'équipe en bleu, le défendeur, est dans une excellente position de compétitionner ou de lutter pour le ballon, disons, euh, et a bien gagné cet espace. L'équipe en rouge n'est pas à temps pour être capable de déblayer ou de bouger le joueur qui conteste le ballon. Et si on ne peut pas jouer avec le ballon, il doit être récompensé. Si le déblayage est effectué et le ballon est disponible pour rouge, on continue à jouer parce que l'équipe en rouge a regagné cet espace. Par contre, là, ils n'ont pas pu le faire. On doit récompenser bleu pour être capable de maintenant jouer dans ces espaces. Okay? On va regarder notre dernier exemple ici de comment l'espace peut impacter le jeu ou avoir un impact sur le jeu avec un déblayage illégal.
OK, alors l'exemple ici, je l'ai joué jusqu'à la fin pour voir comment ces décisions peuvent avoir un impact sur le jeu parce qu'il y a un essai ici pour rouge, mais on va regarder ce qui arrive dans cette deuxième phase ici. Alors, rouge ici, pour l'instant, ils méritent d'attaquer, ils jouent dans leurs espaces mérités, etc. Le 7 entre en contact. Et après, on a un joueur, je pense le 12 ou 13, quelqu'un, qui va entrer ici dans au rock, dans cette point de contact, d'une position illégale du côté et non pas avoir entré dans la porte. Oh, pardon. Alors, ce qu'on va voir, c'est quand ce déblayage s'effectue, le ballon ensuite va au numéro 2 qui va entrer directement dans cet espace qui était gagné illégalement. Alors, il y a une bonne opportunité ici pour Rouge de continuer à avancer très vite, mais cette opportunité s'est présentée après une conteste illégale. Alors, quand nous regardons cet exemple, il y a quelques aspects pour être qu'on doit être clair par rapport au fait que ça arrive très très vite. Et si l'arbitre ne voit pas d'où vient le 13 ici, c'est super difficile de faire cette décision. Aussi, le ballon tombe au sol derrière ici quand le 7 le place. Le ballon tombe directement dans la main des deux. Alors, je pense peut-être le 9 aurait voulu peut-être contrôler le ballon ou relancer l'attaque différemment. Par contre, le jeu nous dit que oui, on doit être un peu on dire, flexible ici, flexible, pour être capable de changer notre tactique dans cet instant. Alors, c'est super difficile ici pour l'arbitre parce que le ballon était peut-être sorti juste avant le contact. Alors, on n'est pas sûr d'où, si l'arbitre a vraiment vu, etc. C'est pas le point. Le point est, est-ce que Rouge maintenant a mérité de jouer dans cet espace? Si on regarde ou si on revient à notre philosophie de cet espace, qui l'a gagné, qui l'a mérité, c'est probablement pas l'équipe de rouge. Alors on aurait dû probablement revenir avec une pénalité contre rouge pour avoir gagné cet espace illégalement, entrer du côté du rock, etc. OK? Alors, on a vu quelques exemples, plusieurs exemples de d'où est cet espace sur le terrain. Alors, quand on revient avec qu'est-ce que ça veut dire pour nous comme arbitre, on doit regarder, bon, on a cet aspect du jeu qui affecte presque tout ce qu'on a besoin de regarder sur le terrain. Qu'est-ce qu'on peut faire pour gérer cet aspect et ces lignes d'enjeu? Alors, je ne sais pas pourquoi mes mots ne sont pas bien écrits, mais bon. Alors, on commence avec le rock. On veut commencer avec nos piliers défensifs. Est-ce qu'ils sont derrière la ligne d'hors-jeu? Et après, ensuite, on peut gérer les joueurs qui sont clairement avant cette ligne. Alors, nous allons regarder un exemple. Alors, on ne voit pas ce qui est arrivé, mais l'arbitre revient à une pénalité ici pour hors-jeu. Mais c'est parce que il a bien fait pour. Et il faut être sûr aussi que c'est un peu différent dans ce contexte parce qu'il a des arbitres assistants. La plupart de nous, quand on va de samedi à samedi, on n'a pas un peu d'aide sur les, euh, les touches. Par contre, ici, on l'a. Alors, qu'est-ce que l'arbitre fait? Il travaille avec les piliers ou le premier défendeur, le premier joueur en défense, pour être sûr qu'il recule. Alors, le 2 recule. Par contre, on voit le 9 qui est clairement avant la ligne d'hors-jeu, avant que le ballon est sorti. Alors, l'arbitre assistant peut revenir à une pénalité ou l'arbitre qu'il voit. Ça, c'est une image qui est super claire. La plupart de nos piliers ou le premier défendeur ou le premier joueur en défense, la plupart vont, s'ils sont derrière la ligne, la plupart de nos lignes de défense vont être en ligne avec eux.
Alors ici, on voit même que l'équipe en bleu, la ligne de défense a un angle un peu envers leur propre but et ça donne une très bonne image à l'arbitre que oui, tout le monde est derrière la ligne d'hors-jeu. Par contre, ici, sur ce côté-là, on voit clairement qu'il y a un joueur qui est hors-jeu. Alors, c'est une image super facile d'être capable de voir. Alors, comme arbitre, si on travaille avec nos premiers joueurs en défense pour être sûr qu'ils sont derrière la ligne d'hors-jeu, après, on peut regarder bien qui est clairement devant cette ligne. Alors ici, on a un très bon exemple et on peut revenir à une pénalité. Pourquoi c'est important? C'est parce que ce joueur a peut-être eu un impact sur la décision de rouge. Alors, l'effet n'est pas forcément que il a effectué un plaquage, mais qu'il a peut-être a eu un impact sur la décision. Dans cet instant ici, cet moment ici, peut-être il n'y avait pas un super impact. Je pense peut-être qu'il y aura toujours eu une botte ici ou un coup de pied ici pour essayer de gagner un peu de territoire. Mais c'est important d'avoir cette idée de l'impact avec nos décisions. Alors, avec nos coups de pied aux bases du rock, ici du 9, OK, alors, qu'est-ce qui est important ici? On est conscient du fait qu'on a une équipe qui va essayer de gagner un peu de territoire. Ils vont peut-être contester. Alors, qui mérite de contester dans l'espace qui va venir après le coup de pied commence ici avec le chasseur ou les chasseurs. Alors, on a besoin d'être sûr que tout le monde commence derrière le batteur pour être sûr qu'il mérite de gagner ou d'essayer de contester l'espace qui va venir après le coup de pied. Ici, on a un très bon exemple d'un arbitre. Si vous retournez à notre présentation de positionnement, vous allez voir, notamment quand on est au milieu du terrain, on peut être dans une position juste derrière le 9. Par contre, la plupart du temps, quand nous sommes dans les 15 mètres ou les 5 mètres d'un côté ou l'autre du terrain, on peut être probablement un petit plus éloigné et capable de bien voir tout ce qui va arriver ici. Parce que c'est sur les côtés du terrain qu'on va la plupart du temps voir ces coups de pied. C'est notamment dans la situation dans la base du rock, ça n'arrive pas souvent que ça soit au milieu du terrain. Et finalement, pardon, on a un arbitre assistant qui aide. Alors, il est conscient du fait ici qu'on a besoin d'être sûr que ces joueurs commencent derrière le batteur. Il est conscient de ce fait, il donne un petit regard et un point, et après on peut continuer avec le match. Alors, pour l'arbitre, ça commence toujours avec où est-ce qu'on se positionne pour être le mieux capable d'avoir une idée de d'où le jeu va continuer et comment nous pouvons voir ce qui est important à chaque phase du jeu. Ouais. Bledsoe, Marcello Wainwright from Toronto Scottish, and Lucas Rumble, Canadian captain at the moment, into the number 8 jersey. In the battery, Andrew Ferguson, Sean Windsor from Stony Creek, and the rest of the backline, John Sheridan, James. Alors, ce que je voulais voir ici, regardez ici, c'est juste un exemple, un très bon exemple de l'image qu'on veut voir. Alors, avec cette phase du jeu, la deuxième page, je pense, on a une équipe en jaune qui mérite de jouer dans ces espaces. Il y a une bonne ligne d'hors-jeu, une bonne ligne de défense derrière la ligne d'hors-jeu. Alors, il y a certains aspects de ce que l'arbitre fait très, très bien. Il arrive du côté du ballon ici. Il se met dans une position pour bien voir le contest à 45 degrés. Et après, avant que ça soit aller ici pour gérer la ligne d'hors-jeu, ce qu'il n'a pas besoin de faire ou de reculer, il doit essayer de voir qu'est-ce qui va arriver avec le match avant. Qu'est-ce qui va arriver prochainement. Ici, on voit que
la ligne d'attaque est super aplatie avec le 10 ou le premier receveur, notamment l'ailier tout à fait au loin, à l'autre bout du terrain. Alors, on est probablement dans une situation où on va toujours donner un coup de pied ici pour gagner un territoire ou contester le ballon. Alors, l'arbitre fait un très bon travail ici pour trouver le ballon, retrouver le ballon, être ballon en ligne pour être capable d'être sûr de la ligne d'hors-jeu. Okay? Il y a un arbitre assistant. Comme arbitre assistant, ce qu'on veut essayer de toujours faire, c'est de travailler après que le ballon est gagné. Alors, juste ici où le ballon est gagné, on est sur cette ligne défensive. On veut toujours essayer de retravailler pour revenir au ballon, être sûr que ces joueurs sont derrière le batteur. OK? Alors ici, on va voir, on a plusieurs joueurs en bleu qui ne sont pas dans le jeu et plusieurs joueurs en jaune qui avancent juste avant. Par contre, en utilisant notre jugement de contexte, est-ce que ces joueurs, oui, ils avancent, mais ils étaient hors du 10 mètres pour commencer, et l'ailier ou le chasseur est toujours dans une position pour être capable de les remettre en jeu avant que ça soit où ils ont un impact sur le jeu. Alors, ils auront toujours, toujours été dans une position de contester cet espace ici ou utiliser cet espace ici. Alors, ils n'ont aucun impact sur ce qui va arriver avec le ballon ici pour bleu. OK? Alors, c'est juste une bonne image, l'image qu'on veut voir à chaque fois qu'il y a un coup de pied dans le jeu ouvert et ce qu'on veut voir avec les joueurs défensifs, attaquants, etc. Finalement, on veut être sûr de, quand nous regardons nos exemples, on utilise notre jugement de contexte pour voir ce qui est important et est-ce qu'on doit vraiment faire une décision. Alors, voici un exemple. Alors, si vous avez regardé cet exemple ou cette clip vidéo et vous avez dit que il y a vraiment rien à voir, Nathan, j'aurais dit oui, excellent. On est sur la même page. Alors, ce que on peut remarquer, si on veut vraiment être sur point avec nos règles du jeu, on a un déblayage qui est effectué qui renvoie un joueur en jaune super loin du rock et de la ligne de défense et on retient un petit peu le joueur ici en jaune. Par contre, ce qu'on voit, c'est que le jeu de bleu va toujours s'éloigner assez loin de cette base du jeu. Alors, on a gagné un peu d'espace ici pour bleu qui n'était jamais mérité parce que c'était gagné illégalement. D'accord. Par contre, on ne joue pas dans cet espace. On joue dans l'espace qui était gagné ou qui était mérité légalement. Et les joueurs en jaune étaient toujours dans une position d'être capables de défendre cette phase de possession. Alors, il n'y a aucune raison pour revenir à une décision ici qui n'avait aucun impact sur le jeu. Alors, c'est juste un exemple de voir, parce que c'est un exemple qui peut arriver souvent dans nos matchs. C'est les petites décisions comme ceci qui ont vraiment un impact sur est-ce qu'on a un match qui a beaucoup de jeux, est-ce qu'on a un match qui a beaucoup de ballons en main, beaucoup de ballons qui est libre ou disponible pour être capable de le jouer, etc. C'est parce que on ne se met pas dans une position de faire des décisions qui n'ont pas besoin d'être effectuées. C'est juste un très, très bon exemple de comment on peut regarder un incident et dire non, ça n'a aucun impact, on peut continuer à jouer. Okay. Ce qui concerne la gestion des autres petits espaces, vous pouvez revenir
module ou présentation sur le mêlée, la touche, etc. Parce que quand nous parlons de se mettre dans une place d'avoir du succès avant que cette phase ou le jeu recommence, ça a tout à faire avec être capable de vraiment voir comment on peut contester ou pardon gérer ces espaces avant que il y ait cette conteste. Alors avec le mêlée, avec la touche, et notamment avec notre positionnement, est-ce qu'on se met dans une position pour très bien voir ces phases de jeu qui vont recommencer? OK, pour nos entraîneurs d'arbitre, on peut, pardon, juste avant on avance, je voulais juste dire, ça c'est la fin de la présentation par rapport aux gestions de l'espace et la ligne d'enjeu. Alors, si vous avez des questions, n'hésitez pas de les mettre. Je vais juste toucher sur nos notes d'entraîneur d'arbitre et après, je peux essayer de répondre à des questions si vous en avez. Alors, pour nos entraîneurs d'arbitre, on veut toujours retourner au plan de match. Est-ce que l'arbitre est concentré sur leur processus pour gérer cet espace? Est-ce qu'ils utilisent leur mot déclencheur, que ce soit le premier pilier en défense, le premier joueur en défense, conteste dans l'air, dominance légale, etc. Est-ce qu'ils utilisent ces mots pour vraiment se rappeler de cette philosophie par rapport à leurs décisions? Est-ce qu'il y a un équilibre entre leurs décisions par rapport aux fondations techniques, tactiques et de gestion de match, notamment ce qui concerne le jugement du contexte? Alors, la position sur le terrain, temps et espace pour les joueurs de faire une décision, etc. Est-ce qu'ils sont capables de vraiment regarder aux aspects tactiques du jeu pour être capable de voir est-ce que je dois m'intégrer dans le jeu à ce moment ou se mettre dans le jeu ou est-ce que je peux juste continuer ou est-ce que je dois dire quelque chose ou est-ce que je dois gérer avec avec une pointe ou quelque chose avec mes yeux pour être sûr que tout le monde est sur la même page. Et est-ce qu'il y a l'uniformité dans l'application? Alors, quand nous avons des décisions de l'arbitre, on veut être sûr qu'ils utilisent leurs définitions pour s'assurer que leurs décisions sont cohérentes. Est-ce que tout le monde est sur la même page? Que ce soit les joueurs sur le terrain, les entraîneurs, etc. Si tout le monde comprend exactement pourquoi il y a une décision qui a été faite, notamment si c'est 50-50, je pense qu'on est dans une bonne position. OK, et comme j'ai dit, juste pour nous rappeler par rapport au guide décisionnel pour les plaquages hauts, alors c'était mis en œuvre, le guide était mis en œuvre au Canada dès le 1er juillet. La plupart des fédérations provinciales ont établi des séances de développement professionnel pour avoir plus de cohésion entre les joueurs, les arbitres et les entraîneurs. Par contre, je veux juste être sûr que tout le monde comprend. Nous allons avoir un peu de difficulté avec l'application dès le début. C'est normal. Alors, dès qu'on change des règles du jeu, on a des différentes variations ou des variantes de jeu qui s'appliquent, etc. Il y a toujours quelques matchs où on doit vraiment travailler là-dessus et pratiquer le processus pour être sûr ou clair que nous avons des bonnes décisions. Et c'est important parce que le guide est un peu plus facile d'appliquer quand nous sommes dans un environnement international avec un arbitre télévision et des vues ou des angles de vidéo qui nous donnent une très bonne image de l'incident. Quand nous sommes de samedi à samedi sur le terrain ici au Canada, la plupart des matchs n'ont pas un juge vidéo, un arbitre vidéo. Alors, on a seulement une opportunité de voir l'incident et on doit essayer de vraiment appliquer beaucoup de questions. On doit regarder beaucoup de questions par rapport au incident ou au plaquage pour être sûr qu'on a une bonne décision. Alors, c'est important de savoir que ça arrive vite. Et si on ne pratique pas et si on ne regarde pas un peu de vidéo par rapport à ces incidents, ça va être difficile de vraiment bien appliquer le guide décisionnel. Alors, c'est important pour tout le monde d'être au courant de ce que nous voulons voir. Alors, le lien ici, si vous avez plus de questions, s'il vous plaît, n'hésitez pas de les écrire dans la boîte.
Bon, comme il n'y a pas de questions, j'espère que vous avez une bonne soirée et à la prochaine. Merci.